Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Bienvenue à la nuit Merci. du Big Bang au Big Band. Un plaisir d'être ici. Eh ben, on est ravis de t'accueillir, parce qu'en plus on se connaît depuis très nombreuses années. fait. On va pas raconter notre vie, mais voilà. Donc est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu travailles et dans quel domaine, s'il te plaît? Alors moi je suis donc Aymeric Le Floch, je travaille au département d'astrophysique du CEA sur le plateau de Saclay. Plus particulièrement, je suis dans le laboratoire Cosmologie et Évolution des Galaxies. Donc je travaille sur l'évolution des galaxies de manière générale. Et plus particulièrement, je m'intéresse à une approche assez spécifique qui consiste à utiliser des sondes transitoires, des phénomènes explosifs par exemple, pour sonder l'univers. D'accord. Comme par exemple les sursauts gamma ou les supernovas superlumineuses, des choses comme ça. D'accord. Alors tu as dit plein de mots super intéressants, donc transitoire, sursaut, super lumineux, etc. Donc en deux mots, tu utilises les phénomènes qui sont transitoires, c'est-à-dire qui sont intermittents, enfin qui apparaissent, qui disparaissent. Et alors comment on peut étudier des choses intermittentes? Parce qu'on les voit une fois, mais on les voit pas deux fois. Alors, bonne question. Alors, d'abord, il faut peut-être parler de ce que sont les sursauts gamma et comment on les a découverts. Alors, les sursauts gamma constituent en fait des phénomènes extrêmement énergétiques, ultra brefs. Ils représentent d'ailleurs les phénomènes énergétiques les plus énergétiques que l'on connaisse dans l'univers depuis le Big Bang. Et on connaît leur existence depuis une cinquantaine d'années seulement. Donc ça constitue un pan relativement récent de l'astrophysique comparé à toute l'histoire de l'astronomie. Tout à fait. Et on peut noter aussi qu'ils ont été découverts de manière fortuite, par hasard, par l'armée américaine. Ce qui en fait un petit peu une petite caractéristique particulière de ces sursauts gamma. Alors à l'époque, pendant la guerre froide, pour essayer d'endiguer la prolifération des armes nucléaires et puis la course à l'armement, les grandes puissances occidentales, ainsi que l'URSS et la Chine, décident de signer un accord de non-prolifération des armes nucléaires. Et pour vérifier que ce traité est bien respecté, les Américains, l'armée américaine décide de lancer en orbite des sondes qu'on appelait les sondes Vela, avec à bord des détecteurs sensibles au rayonnement à très haute énergie, les rayonnements gamma, pour vérifier justement qu'il n'y a pas de test de construction d'armes nucléaires fait en secret par le bloc de l'Est. Voilà. Parce que quand il y a une explosion nucléaire, il y a beaucoup de rayons gamma, donc ils sont au-delà des rayons UV, au-delà des rayons X, encore plus loin, c'est les plus énergétiques. Voilà, exactement. Alors, les sondes sont lancées et puis on commence à détecter des événements, effectivement, des événements très brefs, très puissants, mais pas en direction de la Terre. Alors, gros mystère pendant plusieurs années. On se demande même s'il n'y a pas des civilisations extraterrestres qui nous bombardent de rayonnements gamma. On remarque quand même que, au fur et à mesure des observations, ces événements ne viennent pas du plan du système solaire, ne viennent pas du plan galactique non plus. Donc, mystère sur leur origine. Et au bout de 5 années, les militaires décident que finalement, ça ne les intéresse pas trop, ce genre de choses. Ça ne vient pas de la Terre, donc ce n'est pas intéressant. Et ils distribuent publiquement ces premières données à la communauté publique. Donc. Et les astronomes s'en emparent et découvrent ce phénomène de sursaut gamma. Alors un sursaut, pourquoi un sursaut? Parce que c'est très bref. Ça émet une quantité d'énergie phénoménale pendant un temps très bref, c'est-à-dire quelques dixièmes de seconde à quelques dizaines, voire quelques centaines de secondes pour les plus longs. Et gamma, parce que ça se produit donc aux énergies gamma. Donc ça, c'était dans les années 50, c'est ça? Dans les années 60. 60, d'accord. Dans les années 60, et puis les résultats astrophysiques sont publiés pour la première fois en 1972. D'accord. Ah oui, donc c'est très récent. Voilà, très récent. Donc depuis, il y a eu plusieurs missions qui se sont succédées. La NASA a lancé plus tard un observatoire sensible, spécifique, spécialement dédié aux très hautes énergies. Plus récemment, il y a eu d'autres satellites comme ET2, Fermi, Swift, des choses comme ça. Et donc les sursauts gamma, maintenant, on a recensé plusieurs milliers. On sait qu'ils viennent de toutes les directions de l'univers, une distribution qu'on dit isotrope. Donc il y a eu un grand débat pendant très longtemps sur l'origine de ces sursauts, parce que finalement, une distribution isotrope sur tout le ciel, ça peut vouloir dire soit ça vient du halo de notre galaxie, donc pas du plan galactique, mais du halo, proche, ou alors une origine complètement extragalactique. Et pendant très longtemps, on n'a pas pu en dire beaucoup plus de ces fameux sursauts. Comme tu le disais, c'est un événement transitoire, ça dure que quelques secondes, donc qu'est-ce qu'on en fait après? Ça ne revient pas. Et il y a eu plusieurs tentatives pour essayer de trouver des contreparties à d'autres longueurs d'onde de ces sursauts gamma. Et ce n'est qu'en 1997, donc plus de 20 ans après la première découverte des sursauts gamma, qu'on a réussi justement à détecter une émission rémanente à d'autres longueurs d'onde.
pour un sursaut gamma qui venait juste d'apparaître dans le ciel. Donc il y a le sursaut gamma, et puis si on regarde, je sais pas, en radio ou je sais pas quoi, ou en visible, enfin tu nous diras, on voit quelque chose, alors qui est transitoire aussi, ou qui est transitoire également. Mais qui a la même période de temps? Non, heureusement, qui dure plus longtemps. Qui dure plus longtemps, c'est ça la clé. Voilà. Ah oui, donc on peut aller regarder et dire c'est là que ça s'est passé, et c'est ce truc-là. Exactement. Donc typiquement, c'est le satellite Beposax à l'époque qui a été... qui est italien, je crois, italien, néerlandais aussi, qui a pu réagir assez rapidement à une alerte d'un sursaut gamma. Il s'est dépointé, a pu essayer de scanner la région du ciel d'où venait ce sursaut gamma. Et il a vu, dans la même direction, une émission en X. Une émission rémanente en X. Et dans la boîte d'erreur de cette émission rémanente en X, il y a des observatoires au sol, cette fois-ci, qui ont essayé de trouver quelque chose. Et c'est un télescope optique fonctionnant dans le visible, donc à La Palma, qui a pu trouver une émission rémanente visible de ce sursaut gamma, avec une émission effectivement décroissante dans le temps. Mais là, l'émission décroissante dans le temps se fait sur une échelle de plusieurs jours pour le domaine des longueurs d'onde du visible. Donc, faut être assez rapide quand même. Donc, on a des modes d'observation dédiés qu'on appelle les target of opportunities. Donc, on dépointe très rapidement un télescope qui est déjà en cours d'utilisation. Tout à fait, je peux témoigner. Quand on est au télescope, ça embête pas mal. Donc, ça veut dire cible de opportuniste, mais dans le bon sens du terme. Exactement. Donc, on fait son programme peinard et tout. Il y a quelqu'un qui nous dit il y a un sursaut on arrête tout, il y a un truc, il faut qu'on observe ça. Alors, nous, on est là, ok, allons-y. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est comme ça que je confirme. Donc, maintenant, on essaie de faire des télescopes purement dédiés à ce genre de choses pour ne pas embêter les astronomes qui sont déjà sur place pour observer leur source d'intérêt. Et donc en visible, ils ont vu quoi? Un point un point qui a décru en luminosité très rapidement dans le temps. Alors le premier sursaut gamma pour lequel ça a été possible, on n'a pas pu en dire plus. Le deuxième sursaut gamma, donc ça c'était en février 1997. Quelques mois plus tard, en mai 1997, le phénomène, un événement similaire s'est reproduit. Détection d'un sursaut gamma, une contrepartie en X et une contrepartie en optique. Et cette fois-ci, on a pu mesurer la distance de ce signal avec des techniques dont on ne va peut-être pas parler ici, mais on utilise de la spectroscopie pour observer des raies en émission ou en absorption. Là, c'était des raies en absorption dans le signal de cette émission transiente optique. Et donc ces raies, le décalage spectral de ces raies nous donne l'indication de la distance. C'est la fameuse loi de Hubble qu'on connaît tous. Hubble le maître. Hubble le maître, pardon. Hubble le maître, tout à fait, voilà. Et alors c'était loin ou c'était proche? Alors c'était un décalage cosmologique assez important, effectivement, à l'époque, puisque on trouvait une galaxie, je vais un petit peu vite. Le sursaut gamma se trouvait dans une galaxie qui, elle, se situait à une distance de plusieurs milliards d'années-lumière, donc une galaxie lointaine dont la lumière a mis plusieurs milliards d'années pour nous parvenir. Tout à fait, Voilà. Donc, tu nous dis qu'on a découvert ça, on observe des choses un peu étonnantes. D'ailleurs, ça rappelle un peu les ondes gravitationnelles aujourd'hui, qui sont détectées tous les quelques mois, etc. On ne sait pas trop où elles sont dans le ciel, donc il y a un côté un peu similaire. Donc, on observe ça. À quoi ça ressemble maintenant parce que les rayons gamma, c'est pas hyper simple à observer. Je crois que tu as des images à nous montrer. À quoi ça ressemble? Décris-nous. Alors un sursaut gamma, là par exemple, si je reviens un petit peu en arrière, alors on a ici sur cette image, ce diagramme la première détection d'un sursaut gamma par les fameuses sondes Vela. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est en fait le compteur d'énergie gamma du détecteur qui tout d'un coup subit un flash comme ça. Donc c'est en bas à gauche, ça c'est le temps et puis l'intensité. Voilà, c'est un diagramme qui est très connu dans la communauté des gens qui travaillent sur les sursauts gamma. C'est la première découverte répertoriée d'un sursaut gamma. Aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose de plus complexe parce qu'on a une sensibilité, une résolution dans le temps bien meilleure, bien sûr. Mais typiquement, l'idée, elle est là. C'est en quelques secondes, on a une énergie phénoménale. On peut donner un ordre de grandeur. Alors en fait, si on la compare par rapport à une bombe nucléaire comme celle qui a été lancée au-dessus du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, il faudrait prendre l'énergie d'une bombe nucléaire et rajouter 30 zéros derrière. Donc c'est colossal, c'est gigantesque. C'est une énergie qu'on peut à peine apprécier, palper comme ça à notre échelle. Et ça ressemble à quoi? Alors c'est dur à dire parce que si notre œil était sensible au rayonnement gamma, on pourrait voir quelque chose comme ça ici. On a sur la sphère céleste toutes les sources persistantes gamma qui sont représentées. C'est un peu comme si on projetait la sphère céleste sur un globe. Et puis tout d'un coup, un flash lumineux dont l'intensité surpasse tout ce qu'on connaît d'autre, mais qui ne dure que quelques instants. Donc une sorte de phare qui s'allume et terminé. Voilà. Donc ça, c'est aux énergies gamma. Mais finalement, c'est la même chose qui se produit en X
l'émission rémanente qui va être associée à ce sursaut gamma-là, on peut en expliquer la nature tout à l'heure, plus tard. L'émission rémanente, elle va des X jusqu'à la radio, donc elle couvre tout le spectre électromagnétique. Et également, à ces longueurs d'onde-là, aux autres longueurs d'onde, elle surpasse en intensité beaucoup d'objets, comme même l'intensité même des galaxies dans lesquelles elles se produisent. On pourra voir une image tout à l'heure qui le montre, qui l'illustre. Donc c'est facile à voir, entre guillemets. C'est facile à voir, entre guillemets. Et certains sursauts gamma ont une émission optique, par exemple, qui peut se voir à l'œil nu. Il y a eu certains cas comme ça, rares, mais c'est arrivé, d'objets comme ça arrivant à des magnitudes de 6, typiquement observables à la limite de la sensibilité de l'œil. Voilà. Et donc, alors que nous disent ces sursauts, ces fameux sursauts gamma? Les sursauts, ils sont intéressants déjà pour la physique en elle-même de l'objet central, du moteur. Donc ça, c'est tout ce qui est la physique des très hautes énergies, l'accélération des particules. On pense que les sursauts gamma, ils se produisent à la suite de la formation d'un astre extrêmement compact qui va éjecter une quantité colossale de matière, suivant un jet d'abord à des vitesses relativistes proches de celles de la lumière, et suivant un jet très, très fortement collimaté. Et c'est uniquement si nous, on se trouve sur la ligne de visée de ce jet, bien dans l'axe, qu'on peut voir ce sursaut gamma. On ne voit pas un sursaut gamma si on est complètement de côté, bien sûr. C'est uniquement l'émission projetée sur la ligne de visée. Alors, on peut rentrer un petit peu dans les détails. Le sursaut gamma en lui-même, donc l'émission gamma, elle est produite à chaque fois que... Alors, le sursaut gamma, le trou noir éjecte une certaine quantité de matière qui se répartit suivant certaines couches. Les couches sont animées avec des vitesses complètement aléatoires au début, et à chaque fois qu'une couche de matière plus rapide rattrape une couche qui est plus lente, ça produit un choc. Et ce choc va accélérer des électrons qui, eux, vont émettre ce rayonnement gamma que l'on connaît. Donc, en gros, rayon gamma égale trou noir et truc énergétique qui se passe autour. Voilà. Si alors, il y a deux sortes, il y a deux familles de sursauts gamma. Il y a les sursauts gamma qu'on dit longs, ils durent typiquement plus que 2 secondes, de 2 à quelques centaines, voire quelques milliers de secondes, c'est rare, mais ça arrive. Ils ont un spectre assez mou dans les énergies gamma, et eux, on pense qu'ils sont produits à la suite de l'effondrement d'étoiles très massives. Et il y a une autre famille, dont l'origine n'a rien à voir, même si le phénomène, ça donne également naissance à des sursauts gamma. Ce sont des sursauts gamma courts, donc plus courts que 2 secondes. 2 secondes, c'est la limite canonique que l'on prend en général. Et eux viennent de la fusion de systèmes binaires compacts. Et c'est ça qui donne lieu en ce moment à ces fameuses ondes gravitationnelles qu'on a découvertes il y a quelques années et qui sont très à la mode, justement, de par cette découverte. Voilà. Donc les deux, mesures d'ondes gravitationnelles d'objets compacts et sursauts gamma sont liées. Voilà, en tout cas pour la partie des sursauts gamma courts. Effectivement, les courts, exactement. Et alors, en quoi ça nous... en quoi ça nous renseigne? C'est-à-dire que ça nous renseigne sur, en gros, la physique des étoiles un peu compliquées, enfin les massives ou celles qui fusionnent, comme tu le disais. Mais le fait que ça vienne de très 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 loin, c'est une sorte de fenêtre sur l'univers très lointain. Alors exactement. Et c'est exactement cette caractéristique-là qui, moi, m'intéresse dans mon travail. C'est l'utilisation des sursauts gamma pour sonder l'univers. Moi, je ne suis pas vraiment un spécialiste de la physique même de ces sursauts gamma, du moteur central qui génère le sursaut gamma, mais plutôt de l'utilisation de ces sursauts gamma comme sonde cosmologique. Alors, une des particularités, c'est effectivement qu'on peut les voir jusqu'à de très grandes distances. On pense même que dans les catalogues de sursauts gamma qui ont été répertoriés depuis leur découverte, il y aurait des sursauts gamma qui proviennent de distances jusque-là, des distances auxquelles on n'a pas réussi à découvrir quoi que ce soit jusqu'à présent. Mais on ne le sait pas, puisqu'on n'a pas réussi à mesurer la distance de ces sursauts gamma. Donc ils sont dans les catalogues, mais on ne sait pas lesquels. Voilà, c'est une supposition, mais on a de bonnes raisons de croire que ces sursauts gamma-là existent. Donc si on peut les voir jusqu'à de très grandes distances, on peut donc sonder l'univers à différentes époques de l'histoire cosmique. Et c'est un petit peu le travail que j'essaye de fournir au département d'astrophysique du CEA, c'est de retracer un petit peu l'histoire de la production de ces sursauts gamma pour justement en déduire quelque chose sur l'histoire de la formation des structures. Alors comment est-ce qu'on passe des sursauts gamma aux structures cosmologiques? Il y a bien sûr une extrapolation assez forte. Alors on pense que les sursauts gamma ils proviennent d'étoiles massives, de l'effondrement d'étoiles très massives. On sonde la mort d'une étoile massive avec un sursaut gamma. Mais paradoxalement, on va sonder aussi des régions de l'univers où des étoiles se forment. Pourquoi? Donc tu regardes la mort de certaines étoiles pour en déduire celles qui naissent. Alors vas-y, parce que les étoiles très massives, elles ont une durée de vie très très courte. Donc à l'échelle de l'histoire cosmique, c'est un temps extrêmement bref. Ce sont des progéniteurs qui ont une durée de vie typiquement de quelques millions d'années tout au plus.
Et à l'échelle du temps caractéristique d'un épisode de formation stellaire dans une galaxie, c'est aussi très court. Ouais. Donc finalement, quand on voit un sursaut gamma, on sait que dans la région où il s'est formé, il y a une pouponnière d'étoiles massives qui est en train de se former. C'est ça. Et donc si on fait l'approximation que le taux de production des sursauts gamma corrèle quelque part, peut-être avec des facteurs correctifs à appliquer, corrèle avec la formation stellaire de manière générale, et ben l'histoire de la production des sursauts gamma avec l'époque tout le long de cosmique, l'histoire de l'histoire cosmique peut nous renseigner sur l'histoire de la formation des structures. Parce que finalement, quand on forme donc des grandes structures dans l'univers, des galaxies, dans ces galaxies, il y a des étoiles qui se forment, et en fait, les étoiles qui se forment ne sont pas juste de la même masse, il y a toute une distribution. Et toi, ce que tu dis, c'est que les plus massives, donc qui meurent tout de suite, toi, tu arrives à les voir avec les rayons gamma, les sursauts gamma, et les autres qu'on ne voit pas et qu'on cherche à découvrir, bah, elles sont cachées, mais toi, tu sais où elles sont et quand elles sont finalement. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'avec des sursauts gamma, déjà à l'heure actuelle, on arrive à sonder des endroits de l'univers où finalement, malgré des observations très profondes avec les télescopes les plus puissants, comme par exemple les télescopes de 8 mètres au sol ou le télescope Hubble en orbite, eh bien on ne voit rien. Ah. Voilà, justement, tu as quelque chose à nous montrer où on ne voit rien. Il y a quelques images ici, effectivement. Alors, par exemple, cette image-là. Voilà, donc il y a 6 images, c'est ça ? 6 images, donc 6 sursauts gamma. Alors, ce ne sont pas des images de sursauts gamma, mais sûr, ce sont des images d'endroits du ciel où on a localisé très précisément une rémanence optique d'un sursaut gamma, donc ça nous permet de positionner très précisément là où un sursaut gamma s'est produit. Dans ces 6 cas-là, on a réussi à mesurer la distance grâce notamment à ces fameuses raies en absorption dont je parlais au début, dans la rémanence optique. Donc on sait que ce sont des sursauts qui se sont produits dans les quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ce sont des sursauts très lointains. Très lointains, Et malgré des observations très profondes avec le télescope Hubble, c'est Hubble, ça, donc c'est des images de Hubble. Au centre de chaque image, on ne voit rien. Donc on voit rien, alors qu'on sait qu'il y a eu un sursaut gamma à ce moment-là. Voilà. Donc même Hubble ne voit rien de rien. Exactement. C'est-à-dire que les galaxies qui ont produit ces sursauts gamma-là sont sous le seuil de détection du satellite Hubble. Alors, donc on espère éventuellement pouvoir les détecter avec le successeur d'Hubble, le fameux James Webb Space Telescope qui doit être lancé bientôt, on espère. Bientôt, voilà. Mais une question qui intéresse une très large fraction de la communauté des astrophysiciens qui travaillent sur tout l'aspect de la formation des structures, notamment la rayonisation, c'est-à-dire l'époque des toutes premières galaxies, qu'est-ce qui a rayonnisé l'univers. On ne sait pas quelle est la fraction de rayonnement venant d'objets, de sources, de galaxies, qui seront même indétectables par le James Webb. Et donc ça, c'est aussi ce qu'on espère faire avec les sursauts gamma, c'est-à-dire détecter ou mesurer la quantité de sursauts gamma provenant de galaxies qui ne seront même pas détectables avec James Webb, pour pouvoir dire, bah voilà, on sait qu'il y a telle fraction de la formation stellaire qui a dû avoir lieu dans des galaxies naines au cours des toutes premières centaines de millions d'années après le Big Bang, et quelle fraction ces galaxies ont pu contribuer à la réalisation, par exemple. Pas mal. Donc voilà, en fait, c'est tout un champ. Tout un champ, mais il y a du chemin à faire. Exactement, parce que quand même, pour remettre en perspective, tu arrives à voir des choses que Hubble, rien de rien, c'est quand même assez ça nous permet de localiser, de mettre l'accent sur des régions du ciel, des galaxies qui ne sont pas encore détectables, mais on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles produisent au moins un sursaut gamma, donc on se doute qu'elles produisent aussi des étoiles massives, des populations stellaires qu'on ne voit pas à l'heure actuelle, et donc qui sont peut-être les progéniteurs de galaxies plus massives qu'on voit à l'heure actuelle, par exemple. Et ça, la contribution de ces galaxies-là, elle est inconnue, on n'arrive pas à la sonder. Et donc les sursauts gamma, c'est peut-être l'unique moyen justement d'aller sonder ce qu'on appelle la partie à très faible luminosité de la fonction de luminosité des galaxies. Exactement. Voilà. Donc la partie cachée. Voilà. Et donc il y a des perspectives d'observation dans l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler ? On me fait des signes derrière, mais je ne comprends pas ce qu'on dit, mais c'est pas grave. Une question. Ah oui. Eh ben, tu pourras nous la poser, François, voilà, parce qu'on a des gens dans le studio. Donc est-ce que j'ai cru comprendre qu'il y avait un nouveau satellite qui allait être lancé et auquel tu participes, qui s'appelle SVOM. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, avec qui c'est, comment ça marche, ce que toi tu vas y faire, et puis en quoi ça peut répondre aux questions que tu posais tout à l'heure, de les détecter mieux et peut-être plus loin?
Alors SVOM, c'est une mission spatiale franco-chinoise qui est en préparation depuis déjà pas mal de temps et dont le PI Ship côté français est au CEA à Saclay. Donc on est fortement impliqué sur le développement de ce PI Ship, c'est responsabilité. Voilà, pardon. Ouais. Donc c'est une mission principalement franco-chinoise. Il y a d'autres pays qui sont impliqués. C'est principalement franco-chinois. Ça devait être lancé fin 2021. Malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu décalé, mais bon, c'est une question de quelques mois, on espère. Alors, la mission spatiale franco-chinoise avait embarqué 2 détecteurs gamma pour mesurer, pour détecter des sursauts gamma. Il y a aussi une caméra X, donc qui fonctionne dans le domaine des rayons X, qui est développée aussi au CEA à Saclay. Et en plus, ce qui est un petit peu nouveau, il y aura un télescope visible pour essayer de trouver directement, voilà, en direct l'émission optique rémanente des sursauts gamma. Alors, le côté un petit peu nouveau, c'est qu'il y a des caractéristiques des détecteurs qui font qu'on va détecter des objets à un petit peu plus faible, plus basse énergie, aux énergies gamma. Et du fait du décalage cosmologique vers le rouge, donc vers les hautes fréquences, ça devrait favoriser, on espère, une détection de sursauts gamma à plus grande distance cosmologique que ce qui s'est fait par le passé. Bon, ça c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'on essaye de développer au maximum une synergie très fine avec le sol, avec les satellites, les instruments au sol, pour pouvoir justement réagir en temps direct le plus rapidement possible aux alertes du satellite. C'est déjà le cas en ce moment, mais on essaie de l'optimiser. Notamment, il y aura une stratégie de pointage antisolaire, par exemple, pour ne pas détecter les sursauts gamma quand il fait jour sur la Terre, pour pouvoir donc les réagir très rapidement. Et notamment, la France développe un télescope robotique qui dédié, va être partenaire de SVOM, qui va être dédié à ça, qui s'appelle le télescope Colibri. Il va être installé dans l'observatoire San Pedro Martyr, c'est au Mexique, en Baja California. Exactement, donc c'est un télescope d'1,2 m. C'est le CNES qui finance ça de mémoire. Le CNES, il y a aussi un gros LABEX au CNU qui finance. Tout à fait, les Mexicains donc construisent le dôme, tout ce qui est infrastructure, plus une caméra optique. En France, on essaie de développer une caméra infrarouge proche, justement, encore une fois pour avoir tout le spectre. Voilà, et pour favoriser la détection de sursauts gamma à plus grande distance cosmologique, donc décalée vers les grandes longueurs d'onde, vers le rouge. Et puis voilà, et puis les Chinois, de leur côté, ont aussi un gros télescope de suivi, de follow-up, qui est dédié aussi à SVOM. Et en plus de ça, ils ont une batterie de petites caméras. Alors, il y a, une vingtaine de caméras dédiées à ça, avec des grands champs. Et normalement, les caméras, en fait, doivent couvrir dans leur ensemble le champ de vue global du détecteur gamma en temps réel aussi. C'est-à-dire que si jamais il y a une émission quasiment instantanée optique avec le sursaut gamma qui est extrêmement brillante au pic du rayon du sursaut gamma, on devrait pouvoir les voir avec ces caméras. Voilà. Alors, juste une question, tu parles des satellites, mais pourquoi on doit aller dans l'espace alors qu'on peut faire des trucs au sol ? Alors pour les rayons gamma, heureusement on est protégé par l'atmosphère, sinon donc, il faut aller absolument dans l'espace pour pouvoir détecter ces il n'y a pas le choix. Gamma. Il y a des infrastructures au sol, comme les fameux télescopes Cherenkov par exemple, qui peuvent détecter indirectement des sursauts gamma. Mais sinon, tout se fait depuis l'espace, notamment dans le domaine des gamma, des X. Après, en optique, on peut soit profiter d'un télescope dans l'espace comme Hubble, ou soit profiter des télescopes au sol, c'est ce qui se fait à l'heure actuelle. Alors, on détecte ça aussi en optique, mais on fait aussi des suivis en radio. C'est extrêmement important de pouvoir contraindre l'émission rémanente en radio. Et il y a d'énormes télescopes radio en construction, comme les interféromètres qui vont se mettre en place, la SCA, voilà. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, il y a tout un avènement du ciel transitoire. Là, j'ai parlé des sursauts gamma en particulier, mais il y a toute une flopée de phénomènes comme les sursauts radio, les flashs radio rapides, les supernovas super lumineuses qui sont très à la mode aussi. Donc, il y a tout un une pléthore d'événements comme ça, transitoires. Et donc, pour ça qu'on dit que les années 2020-2030, c'est l'avènement de l'astrophysique du ciel transitoire. Bon, on verra si, puis il y a LSST si on peut confirmer LSST, tout à fait. Et donc, tu as évoqué SVOM, mais donc toi, tu vas faire quoi dedans ? Est-ce que tu participes aux instruments ? Est-ce que tu vas faire de l'analyse ? Est-ce que tu vas prendre les résultats des catalogues pour retrouver les courts, les longs, etc. Alors moi, je suis plus impliqué sur le follow-up, sur le suivi, pardon. Le suivi, d'accord. Les Français, sur le télescope Colibri, et puis la caméra aussi infrarouge proche, qui s'appelle CAGIR, qui est développée principalement à Toulouse. Et on espère justement pouvoir faire du suivi de sursauts gamma directement. Et comme cette caméra donc fonctionnera en infrarouge proche
Et conjointement avec une caméra optique qui est construite par les Mexicains, on aura donc des contraintes sur la couleur, c'est-à-dire la pente du spectre optique infrarouge proche des sursauts gamma. Ouais. Et avec ces contraintes-là, on pourra commencer à donner des contraintes sur leur distance, de par la relation avec le décalage cosmologique. Oui. Et si on a des indications de sursaut gamma à très grande distance, alors on peut demander du temps sur des très gros télescopes, comme le Very Large Telescope au Chili, pour faire des suivis plus fins, de la spectroscopie fine. Alors moi, ce qui m'intéresse en plus, c'est plutôt de travailler aussi sur les galaxies dans lesquelles se produisent ces sursauts. Donc moi, c'est plutôt le suivi, mais à long terme. C'est une fois que le sursaut gamma a disparu, une fois que la contrepartie optique a disparu, a vu son intensité faiblir, on peut revenir. Là, on n'a pas besoin de demander du temps en cible d'opportunité, donc on n'a pas besoin de gêner les autres observateurs. On demande du temps comme tout le monde. Et puis, avec ce temps-là, on caractérise les propriétés physiques des galaxies hautes des sursauts gamma. Ça se fait non seulement dans le domaine du visible avec le télescope, le VLT, par exemple, au Chili, mais aussi dans le domaine submillimétrique avec ALMA, pour caractériser le gaz présent dans ces galaxies. En radio également. Et on caractérise la physique de ces galaxies. Et ce qui est intéressant, c'est de les comparer aux galaxies de champ, ce qu'on appelle galaxies de champ, la population générale, la population globale, entre guillemets, les autres. Pour essayer de comprendre si justement on sonde bien des galaxies normales, standards, ou si au contraire il y a un biais. Une sorte d'échantillon test, on en a beaucoup parlé pour d'autres sujets. L'échantillon de, comment on appelle ça, de contrôle, échantillon de contrôle. Donc même les galaxies ont des échantillons de contrôle. On fait exactement pareil. Exactement, enfin on fait même mieux. Mais... Et puis on va essayer de caractériser si effectivement on peut prétendre, si oui ou non, les sursauts gamma peuvent représenter l'histoire cosmique de la formation stellaire. Et sinon, quels facteurs correctifs il faut appliquer. Exactement. Très bien, merci pour toutes ces explications C'était un plaisir. Claires sur le monde transitoire et invisible, parce qu'il est relativement peu visible. Et maintenant, on peut peut-être passer à une autre partie qui est, tu es astrophysicien, quel a été ton parcours pour accéder à ces j'allais dire études, à ces travaux scientifiques, à tous ces observatoires au sol, dans l'espace. On a une petite partie commune sur un autre continent pour d'autres missions spatiales ensemble. Donc tu as aussi beaucoup voyagé, etc. Donc quel est ton parcours pour devenir un scientifique brillant aujourd'hui ? Est-ce que tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés ? C'était sur la plage ou pas ? Non. C'était pas... non, parce qu'on avait... C'était quand ? C'était au Pic du Midi. Ah mais oui. Parce qu'on était astronomes amateurs tous les deux, et donc moi je faisais pas mal de missions au Pic du Midi, au plateau de Calerne aussi. Tu me rappelles ça ? Mais oui. Moi je faisais mon premier, moi je devais être en DEA, quelque chose comme ça. J'avais une mission au Pic, et toi tu faisais les observations sur... Mais c'est vrai, mais oui. Et on s'était retrouvés après à la fameuse conf. Bien sûr. D'accord, oui, c'est vrai. J'avais oublié, tu vois. Moi j'ai fait un bac C, donc bac scientifique à l'époque, bac S, après une classe préparatoire. Et après j'ai longtemps hésité, donc j'ai été d'ailleurs inscrit en parallèle à l'école supérieure d'optique sur le plateau, là, pas loin. Qui a changé de nom, mais voilà, exactement. Et puis en même temps, le magistère d'Orsay, que tu as dû faire, non ? Et que j'ai fait, exactement. Et puis je me suis rendu compte que je pouvais pas faire les deux en même temps, donc j'ai choisi l'école. J'ai continué par l'école d'ingénieur. Et après, j'ai rejoint le DEA d'astrophysique technique spatiale de Meudon, Paris-Meudon. Qui maintenant, c'est le master d'astrophysique d'Île-de-France. Voilà. Et puis, avant de faire une thèse, j'ai décidé de faire ma coopération scientifique. À l'époque, on était déjà en train d'abandonner le service militaire, mais moi, je voulais absolument partir en coopération scientifique. Et je suis allé à la CIA, au Chili. Donc, j'ai le grand observatoire c'était super, une super occasion. Européen. Voilà. Et donc, après, je suis revenu au CEA pour faire ma thèse. Et après, donc, 6 ans de postdoctorat. Donc, j'ai pris la suite de tes travaux en Arizona. Et puis après, je suis allé à Hawaï pendant 3 ans aussi, avant d'être recruté au CEA. Alors, moi, j'interviens tous les ans dans des classes de terminale à Chartres, avec des collègues. Et le conseil que je donne tout le temps, c'est il n'y a pas besoin... Enfin, il faut être brillant, il faut aimer les maths, il faut aimer la physique. C'est surtout la motivation qui compte. C'est surtout les plus motivés qui arrivent, qui parviennent. Alors, les études sont très longues, il n'y a pas de secret. En général, les gens qui sont très brillants, mais qui ne sont pas forcément motivés... qui ont d'autres intérêts, ils seront forcément amenés à bifurquer vers des choses plus accessibles, plus rapidement. Donc c'est surtout une question de persévérance, de motivation. Ce qu'on aime bien dire aussi, c'est que au département d'astrophysique, au CEA, mais c'est partout, c'est dans tous les laboratoires d'astrophysique, c'est pareil. Il n'y a pas que des chercheurs, il faut des techniciens, il faut des ingénieurs, tous ces gens-là, on a besoin d'eux pour concevoir des nouveaux instruments, des nouveaux détecteurs, des nouvelles missions, des nouveaux télescopes. Donc il y a
plein de façons d'accéder à ce domaine de l'astrophysique. Et plein de branches possibles. Plein de métiers différents. Voilà, tout à fait. Oui, effectivement, les IUT. Les écoles d'ingénieurs pour faire de l'ingénierie sur l'instrumentation. Donc c'est vraiment une question de passion, de persévérance et de motivation. Et voilà. Très bien, donc tout est possible finalement. C'est possible, il ne faut pas se limiter. Exactement. Par contre, il faut persévérer. Il faut persévérer. C'est sûr que les études sont longues. Mais ça, c'est vrai partout. Tout à fait. Exactement. Merci pour ces conseils, Émeric. C'était un plaisir. Et ravi de t'avoir revu et de nous être remémoré quelques souvenirs d'une vie presque ancienne. Et puis peut-être qu'on te retrouvera l'année prochaine au Festival du Big Bang au Big Bang, mais en présentiel. Oui, en live, c'est ça l'idée. En présentiel. Rendez-vous est pris alors. Exactement. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.